Salut. Le 10, c'est une aubaine. Tu vas y aller? C'est l'anniversaire du 11. C'est l'anniversaire du 11 septembre. Ouais, la veille du 11, ouais. Ah oui, mais l'anniversaire, on l'a fait la veille. Moi, je me rappelle plus, en septembre, en quelle année c'était. 2001, septembre 2001. Ouais, c'est possible, ouais. Les deux tours et le Pentagone. Ah ouais. La totale d'Edmond. Ah, ça, l'histoire avait changé. Le Pentagone qui sème les guerres sous États-Unis, la guerre sur son sol. C'est un beau travail. Ouais, après, ils ont augmenté les restrictions des libertés chez les Américains. Après 2025, c'est les 20 ans des émeutes de 2005. Et c'est les 10 ans du Bataclan, sur lequel je n'ai pas versé une larme. Le Bataclan, c'était des emplois semi-fictifs, ils étaient élégants, ils avaient le temps, ils avaient l'argent, et le gars, il a promis l'attentat du Bataclan parce qu'il voulait la paix en Syrie et en Irak. Il voulait la paix au Proche-Orient. A priori, il y a des suspicions sur l'efficacité des forces de l'ordre, quoi. Ouais, ça c'est qu'on commence à en trouver. En tout cas, ça fait de beaux anniversaires pour des gens qui nous emmerdent, qui nous chient à la gueule, qui nous méprisent ouvertement. Parce que le Bataclan, c'est Congo et compagnie. Quand je dis emploi semi-fictif, la carte de visite, c'est que c'est nous qu'on forme les stagiaires et qu'on les communette, et après on se fait jeter comme des. Et on pleure sur les morts du Bataclan, on ne pleure pas sur les deux morts par jour au travail. Ça ne fait pas genre. Là, ils sont invisibles. Non, mais le 10 septembre, ça peut être une opportunité. Donc maintenant, pas question d'être un héros, on sauve notre peau, mais c'est les mayonnaise. Peut-être que ça fera pour les décembre 2018. À ce moment-là, il ne faudra pas s'arrêter à 17h, il faudra continuer. Coûte que coûte, 2 ans, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire, on a tout perdu. Même l'honneur, même la justice. Et puis qu'on crache maintenant, qu'on crache de prison, ce qu'on pourrait faire, c'est de bien leur courber l'atmosphère. Il y a toujours une église pour sonner le tocsin, celui-là. Avec les tambours et des marches funèbres. Bien plomber l'atmosphère, créer une ambiance. Parce que les manifestations revendicatives et festives, il faut bien leur plomber l'ambiance. La fête est finie. Parce que la dette aux Antilles, la planète elle est fichue. Et puis en plus, tu sais, il semblerait que le réchauffement climatique, l'Europe va connaître une glaciation. On pourra avoir des hivers. On était en âge au pré-glaciaire. Oui, c'est ça. Le Gulf Stream est en train de plonger, de se modifier. Donc le Gulf Stream ne viendra plus adoucir ça, adoucir la température. Et ça, d'autre part, cette guerre pré-glaciaire aurait commencé en 1917. C'est ce qui aurait permis la révolution bolchevique. Le peuple de Finlande était gelé en profondeur. Donc les bolcheviks, ils s'étaient réfugiés avec armes et bagages en Finlande. Ils ont pu, avec les traîneaux chargés d'armes, comme l'histoire, traverser le golfe de Finlande et débarquer à Petrograd. C'était la panique totale. Le pouvoir est dans les caniveaux, il suffisait de se baisser pour remplacer. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrive en Europe, un refroidissement très très important, des moins 50 à Moscou, des moins 30 à Berlin, des moins 20 à Paris, alors que le Sud, lui, continuera à bouillir. Ça remonte la planète. Entre calotte glaciaire et désert, ça va. Alors la dette... De toute façon, le climat a toujours changé, évolué, si on regarde à une longue échelle. On a eu les aires glaciaires. Ici, c'était une mer tropicale. C'était une mer tropicale. Alors, l'histoire de dette. C'est à qui qu'on la doit, cette dette? On peut lui balancer un lance-roquette sur le siège de son siège. Sur son siège financier, on peut balancer un lance-roquette. Ça se trouve, les lance-roquettes
étiquette. C'est un peu onéreux, c'est plus cher que les calages, c'est plus cher que les fusils de précision. Et par contre, il faut être assez solide pour porter Ah. des Ouais, tu seras pas assez costaud, quoi. Ah ouais. Un fusil de précision, je peux la calage. Donc vous trouvez des costauds qui peuvent leur scoper. Avec le fusil de précision, tu tremblerais pas quand même? Non. Parce que là, il faut vraiment un truc précis, bien c'est-à-dire. Non, mais il y a du matériel. Ah ouais. Et ça s'équipe plus silencieux. Tu n'es pas obligé de tuer avec un petit blessé. À Ah. travers les vitres, tu vises les miroirs, ça fait une ambiance. C'est un truc qu'on pourrait faire, ça fait tout le temps. Évidemment, pas revendiqué, il n'y a rien. Dans les châteaux, dans les endroits, à travers les vitres, tu vises les miroirs. Comme je répète, les Maserati, les Ferrari, dans les Rolls-Royce, tu fais des pointillés au niveau du moteur. Parce qu'exposer les pneus, les changes, tu fais des pointillés avec le truc au niveau du moteur. Il y a des tas de choses pour leur trouver à la vie. Ouais, donc tu as des idées révolutionnaires alors. C'est toujours les mêmes que je répète. Je pense que certaines sont appliquées, mais discrètement, pas revendiquées. Les flics, on les laisse tranquilles, c'est des prolos qui sont pas utilisés. Donc eux, ils font leur repas, non revendiqués, non identifiés, virgule, c'est du moyen, c'est du camarade. Mais c'est pas quand même. Ils peuvent faire une petite note bloquée, je sais pas où, toujours au-dessus de leur casquette militaire aussi. Par exemple, lui, c'est les plaques de malice, mais c'est tous les embêtements. Ce sont les flics, il faut leur dire couler pour laisser pas couler. Ils sont dans la même galère que nous. Ouais. Et sinon, j'avais vu la dernière fois que tu avais la jambe enflammée, tu sais. Oui, vous avez un eczéma, doublé d'une congestion lymphatique. Alors, eczéma, ça veut dire bouillonnement, ça veut dire des dans la cafetière. J'ai soigné ça, sans médicaments, sans rien. L'air, l'eau, la lumière, et une alimentation appropriée. Voilà. Et puis, de l'assouplissement. Et est-ce que c'était voisin des récipels, est-ce que tu avais? Non, C'était pas ça? c'était de l'eczéma. Ah ouais. C'était de l'eczéma, c'est pas contagieux. Donc, ça, c'est aux urgences qu'on fait une analyse. C'est ça. Ouais, a priori, tu aurais eu ça parce que quelqu'un t'aurait... Alors, il y a eu un truc, il y a eu une agression réglementaire, il y a eu ensuite du surmenage, il y a aussi, lorsque j'ai déménagé, que j'ai récuré, je me suis renversé du vinaigre blanc sur le pied, il y a eu le surmenage, il y a eu toute une congestion, et ça viendrait de la fatigue de la rate. Alors, inutile de faire des analyses onéreuses, pour me mettre un nom latin ou grec pour ce problème. La rate, c'est comme tout le système digestif. Tu mets ça au repos avec une alimentation appropriée. Tu fais des poireaux aux herbes de Provence. Voilà. Des carottes aux herbes de Provence, des choses comme ça. Et puis tu te dilates la rate, c'est-à-dire tu évites de te mettre la rate au courbouillon, c'est faire difficile. Tu évites de te filer la rate de surmener. Et tu rates rien. Voilà. Tu essaies de t'arraser le 10 septembre sans te mettre en danger. Et là, c'est l'hygiénisme que je m'amuse à qualifier de prolétariat pour les narguer. L'hygiénisme européen, anglo-américain, chrétien et romain. Je t'ai parlé de Cornaro, non? De Cornaro, dans la Renaissance. ça me dit rien. Alors, à l'âge de 40 ans, lui, il voulait faire son testament. Il avait vraiment fait la fête. C'est le temps de la Renaissance. La médecine de l'époque, c'était astrologie, boulette de poil d'araignée. Il a fait tout ça. Il a vécu très sobrement. Alors lui, il avait sa méthode, il pesait ce qu'il mangeait. 750 grammes par jour, pas plus. Mais il mangeait ce qu'il trouvait, parce que c'était la Renaissance, en plus il y avait une guerre de religion. Et ensuite, il s'est activé, il s'est énormément activé. Il était quasiment ruiné. Il lui restait qu'une terre qui était moitié rocheux, moitié marécage. Il a drainé, asséché tout ça. Il en a fait un village prospère et tout. Et ensuite, il s'intéressait si tu veux, à la littérature orale paysanne. Il faisait jouer des pièces de théâtre et tout. Et donc, il a dépassé les 90 ans. Certains disent qu'il aurait même atteint les 100 ans. Et vers 80 ans, on lui a dit d'expliquer les secrets de sa longévité. Et il a sorti un bouquin, Sobriété et longévité. Bon, je ne sais pas ce que c'est, ça longtemps. Et ça a été un succès phénoménal dans l'Europe de l'époque. Et après, tout le monde s'est gratté le nez. Il s'est dit, mais après tout, on va en faire autant. Mais en fait, il a repris Caton l'Ancien. Caton l'Ancien, c'était un Romain. Il disait, nous les Romains, paysans,
frugaux, qui mangeons peu, qui n'avons pas de médecin, nous damons le pion sur les champs de bataille grecs, qui sont complètement abîmés par leur médecine, leurs potions et leurs rituels. Non, mais tu sais qu'il y a du vrai. Ouais. Et l'hygiénisme anglo-américain, parce que aux États-Unis, il y avait des épidémies de typhoïde, je sais pas quoi. Les médecins se déplaçaient à cheval. Mais pour les derniers malades, ils n'avaient plus de médicaments. Alors ils donnaient de l'eau colorée. Eh bien, ceux auxquels ils avaient donné de l'eau colorée se guérissaient, ceux auxquels ils avaient donné des médicaments, ils mouraient. Alors ils ont commencé par réfléchir. Et Shelton, S-H-E-L-T-O-N, Shelton, a écrit un bouquin en 1927 qui est un succès mondial. Mais en Europe aussi, il y a eu des choses similaires, semblables. Alors à l'Est, en Russie, il y aurait beaucoup de choses qui ont été faites sur le jeûne, la modération, alimentaire. Quand ils avaient peu de provisions, ils jeûnaient quasiment, ils hibernaient presque tout. Et les Russes auraient mis au point des méthodes de jeûne sec, sans boire de l'eau, ou alors en buvant très peu d'eau. Parce que boire trop d'eau, ça pourrait congestionner la lymphe, et boire trop d'eau, ça diluerait le contenu des intestins, et ensuite le contenu des intestins passerait dans le sang. Bactéries, microbes, protéines. C'est intéressant. Il paraît que pour l'instant, c'est pas traduit en français. Les recherches sont menées en Russie. C'est vrai que, en ce qui me concerne, moi le jeûne, je l'ai pratiqué parce que j'avais 50 kilos de plus, tu vois, pour maigrir. Ouais, j'étais obèse, après j'ai eu le Covid, après donc pour me remettre, je me suis mis à un moment sur la fin, je voulais faire les 50 kilos, donc pendant 2-3 jours j'ai arrêté de manger, mais je mangeais très peu, du chou rouge surtout, avec de lactofermentation, tu vois. Alors, suivre ton corps, souvent t'indique ce qui te convient. Non mais j'avais faim moi, je peux te dire, pour les périodes de 50, souvent je me retrouvais dans le frigidaire. Il dit non, tu arrêtes, tu repars dans l'autre direction. J'étais programmé pour manger. Et tu l'as fait tout seul chez toi, le jeûne, comme ça? Ouais, pendant 2 ans. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas un jeûne, j'avais diminué énormément. Oui, et après, une modération alimentaire, une restriction calorique. J'avais compté le nombre de calories que je devais manger, justement, là, les 150 grammes. Et je me disais, il faut que je consomme plus en énergie que ce que je mange. C'est pour ça que je me marche beaucoup aussi pour évacuer un peu l'énergie. Bravo, félicitations, sacrée volonté. Et tu as remarqué que bon, c'est pas facile à vivre, mais psychologiquement c'est intéressant. Il y a des émotions qui remontent, on voit les choses différemment. Il y a des changements qui se font dans notre vie. Tu as remarqué ça? C'est très concret, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est très concret, c'est très pragmatique. Tu te sens mieux dans ton corps, donc tu prends d'autres décisions. Mais en fait, pour devenir aussi gros, je me rappelle la façon dont je fonctionnais auparavant. J'achetais par exemple 5 croissants avec du beurre, tu vois, que je mangeais. J'en étais à ce point-là, je mangeais. Et je me rappelle que quand je mangeais, je ne pensais pas à ce que je mangeais, mais je pensais à ce que j'allais manger après. J'étais programmé de manière un peu déviante. Alors, il semblerait que la nourriture sert souvent d'anxiolytique. C'est pour lutter contre l'anxiété. Qu'on se gâte comme ça de certaines choses. Ah ouais, c'est possible. Alors, tu as réussi à te libérer de ça? Mais en fait, je me suis libéré parce que j'ai eu le Covid, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'avais perdu, tu sais, l'oxygène, là, j'étais qu'on appelle ça, un anoxie, c'est le truc là. Et je m'étais dit que je ne récupérerais jamais les poumons, mais comme j'avais perdu pendant mes 2 semaines de Covid 8 kilos, je m'étais dit mince, je peux perdre du poids, c'est faisable ça. J'avais pris conscience que je pouvais maigrir, parce qu'avant je pensais... Le Covid a été bénéfique. Pour moi, oui, c'est un miracle. Pour moi, c'est... Psychologiquement, ça a été très positif, parce que je croyais aussi... J'étais naïf au niveau politique, et j'étais aussi obèse, quoi. Et pour moi, c'est une chance. Et tu es tombé sur un service médical qui n'était pas massacré. Au contraire. Je me suis retrouvé à la PTC-Beltrière, ils m'ont donné de l'ivermectine. On peut dire qu'ils sont gentils. Mais juste après m'avoir donné de l'ivermectine, il y avait une sorte de ventilateur qui m'avait mis en pleine figure, tu vois. Je suis diabétique, il m'avait privé pratiquement d'insuline. Donc j'aurais dû mourir. Mais je suis encore là.
solide nature. Hum, Solide nature. Au miracle. Je sais pas, après il faut savoir Tu d'où ça. sais que le diabète peut se guérir par la correction alimentaire. Ça Ouais. peut se guérir le diabète. Par la diète. Alors oui, ou alors, Ou la restriction. ouais, alors manger des pommes, ça peut se guérir. Il paraît que c'est souvent émotionnel le diabète. Mais beaucoup de maladies, c'est ça peut être. Mais à l'hôpital, j'avais plus besoin d'insuline lente, tu sais, pour maintenir le truc. Parce que et en plus il me forçait, il m'avait mis une intraveineuse avec du sucre. Et il me forçait à bouffer des trucs à la con, des Danone, tous ces trucs, Ah, le diabète, là, c'est des trucs archi sucrés, tu vois. Ah oui, leur marquette du diabète, c'est ça. Mais malgré ça, j'ai réussi à. Je m'en suis sorti, quoi. C'est un ordre du gouvernement. On fait le départ de François Bayrou. Vous avez l'ordre de sortir de chez vous et de pas après. On fait le départ de François Bayrou.